Alors, Sophie, bah oui, Sophie, 50 ans. Vous voyez qu'il reste deux Sophie, hein. Voilà, Sophie. Sophie, je ne dirai rien. Mais oui, oui, oui. Mais oui. Merci encore, Perrine Pellegrino, mais oui. Et voici. Sophie, elle a 70 ans. Allez, 20 de plus. Et Sophie, elle a été admise en soins de suite et de réadaptation suite à un nouvel accident. Alors, 30 ans après celui de l'épaule, elle a à nouveau eu un accident. Et au cours d'un soin, l'équipe soignante utilise un lève-personne avec un système de rail fixé au plafond pour effectuer son transfert de son lit vers son fauteuil. Et au moment du transfert, l'étrier du moteur y cède. Par chance, Sophie retombe dans son lit. C'est un réel incident qui s'est... J'allais dire la réponse, mais c'est un réel incident qui s'est produit dans la région. Sophie, donc, elle retombe dans son lit. Elle a eu très peur. Elle n'a pas du tout apprécié les sensations que lui ont procuré l'équipe soignante. Mais elle n'a eu aucune conséquence. Elle n'a pas eu d'aggravation de ses blessures. Elle n'a pas eu de nouvelles blessures. En revanche, au cours de ce transfert qui a un petit peu échoué, une des aides-soignantes s'est fait une entorse au poignet droit. Alors, quelle vigilance est concernée et que signalez-vous ? Voilà, ils sont devenus pros, hein, après une journée entière. Et vous signalez une matériau-vigilance pour quelle raison ? Parfait. Donc effectivement, le dispositif impliqué dans cet incident est un lève-personne, alors qu'il soit avec un système de rail au plafond ou un lève-personne mobile. Ce sont des dispositifs médicaux, donc tout incident impliquant un DM relève de la matériau-vigilance. Là, effectivement, dans le cas de Sophie, Sophie n'a pas eu de conséquences, c'est l'utilisateur, donc là l'équipe soignante qui a eu des conséquences physiques. Donc ça relève bien du domaine de la matériau-vigilance aussi. Donc pour rappel, que faut-il signaler en matériau-vigilance ? La réglementation distingue deux cas de signalement en matériau-vigilance. Les signalements de matériau-vigilance obligatoires et, à contrario, le signalement facultatif, où là, je vais revenir un peu plus en détail. Donc, le signalement de matériau-vigilance obligatoire doit être transmis sans délai auprès de l'ANSM, donc le sans délai étant au plus près de la survenue de l'incident. Vous n'avez pas toute votre vie professionnelle pour faire le signalement. Et donc, le signalement va être obligatoire et sans délai dès lors qu'il va y avoir le décès du patient ou d'utilisateur ou des conséquences graves et que l'incident met donc en jeu un dispositif médical. Et qu'est-ce qu'on entend par incident grave ? On va entendre par incident grave dès lors qu'il y a un décès, une menace du pronostic vital, une malformation congénitale et ou une incapacité permanente et importante du patient ou de l'utilisateur, et une nécessité d'intervention médicale ou chirurgicale et une augmentation de la durée d'hospitalisation. Donc, en pratique, c'est ce que je vous disais, on va effectuer le signalement le plus rapidement possible dès que les premiers résultats des investigations terrain permettent de caractériser les faits. Puisque un incident survient, vous ne savez pas qu'est-ce qui est mis en cause, qu'est-ce qui s'est passé, vous ne signalez « j'ai eu un problème », ça ne servira à rien. Il faut récupérer quelques informations pour mener à bien l'expertise. Si le signalement n'est pas obligatoire, du coup, il tombe dans le versant du signalement facultatif. Et dans ces cas-là, la réglementation dit que le signalement facultatif doit être signalé de façon trimestrielle à la NSM. Et là, moi, je vous dis, si vous adorez votre CRMRV, je vous demande de le faire au fil de l'eau. Ça m'évite d'avoir des gros pics d'incidents à traiter. Mais bien évidemment, vous faites comme vous pouvez avec le temps que vous avez. Donc je vous ai mis quelques exemples de signalements facultatifs.
puisqu'effectivement, le signalement obligatoire, décès, incapacité permanente et autres, on imagine bien ce que c'est. Le signalement facultatif, ça va être par exemple une réaction nocive et non voulue lors de l'utilisation d'un dispositif, lorsque le dispositif va être utilisé conformément à sa notice. Par exemple, vous êtes au cours d'une intervention chirurgicale où il va y avoir utilisation de bistouri électrique, et pour éviter que le jus électrique traverse le patient et aille électrocuter toute l'assistance du bloc, on va mettre des plaques électrochirurgicales donc pour capter cette énergie, et le but c'est juste de sécuriser. Et là, le patient au réveil, il se retrouve avec une belle plaque rouge sur les fesses ou sur la cuisse en fonction de là où ça a été positionné. Bien évidemment, ce n'est pas du tout prévu dans l'utilisation du dispositif. Bon, il va juste avoir une petite rougeur cutanée, voilà, il n'y a pas de brûlure ou autre. Donc on est dans un cas de signalement facultatif. Une réaction nocive et non voulue avec l'utilisation d'un dispositif mais ne respectant pas les préconisations d'utilisation, c'est aussi à signaler. Pourquoi ? Parce que le professionnel ou le patient ne va pas utiliser conformément le dispositif. Pourquoi ? Parce qu'il a mal été conçu. Ça veut dire que ce qui est censé, la manière dont c'est censé utiliser ne correspond pas à l'utilisation. Du coup, on va détourner un cliquetage, une fermeture, une sécurité, et ça va engendrer des signalements. Et ça, c'est important de le faire remonter. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous taper sur les doigts en disant « Ouh là là, vous n'utilisez pas conformément à la notice ». Mais au contraire, on va vous remercier de nous remonter ces utilisations entre guillemets incorrectes, parce que ça va pouvoir faire évoluer la conception du dispositif ou la notice, parce que ça peut être aussi parce qu'une notice est mal renseignée ou peu explicite. Après, tout dysfonctionnement ou altération des caractéristiques d'un DM, alors par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de structures qui utilisent des pompes à perfusion ou même des simples poches par gravité à perfusion, et la fuite de la tubulure. La tubulure qui va fuir au niveau de la jonction avec la poche et autres. C'est vrai que c'est contraignant pour l'équipe médicale qui va devoir refaire le changement. On ne va pas prendre le temps de le signaler, mais pourtant, il y a peut-être un défaut de conception. Derrière, il peut y avoir un risque infectieux, il peut y avoir un risque d'embolie gazeuse en fonction de l'importance de la fuite. Et c'est important de nous signaler tout ce signal faible des signalements facultatifs pour pouvoir faire les retraits de l'eau avant qu'arrive le drame. Donc voilà le type de signalement facultatif que vous pouvez faire. Donc là, dans le cadre de Sophie, on est sur une déclaration obligatoire. Le patient n'a rien eu, mais il y a eu une blessure ayant nécessité un soin du professionnel de santé. Et du coup, comme pour la réactovigilance, il y a des informations à transmettre pour que le signalement soit instruit de façon pertinente et optimale. Des informations obligatoires. Donc, comme pour la réactovigilance, vous avez vu, c'est les mêmes personnes qui gèrent les deux vigilances et on vous demande à peu près les mêmes choses. La description précise de l'incident. Donc là, comme pour la réacto, pas de rédaction, chose simple. Au cours du transfert, fauteuil, c'était lit, fauteuil. Voilà, on sait déjà que c'était au cours du transfert. C'était pas lors d'une non-utilisation qu'une pièce du lève-personne s'est détachée. Les conséquences cliniques constatées. Donc là, dans le cas présent, pour le patient RAS, si ce n'est sensation de looping peu appréciée, par contre, conséquences cliniques pour l'utilisateur, on est dans le cadre d'une entorse du poignet. La date de survenue, donc comme pour la réactovigilance, à minima mois, année, si possible, jour, mois, année, et l'identification du DM. Alors je vous promets, je ne radote pas, je sais ce que je vous ai dit pour la réactovigilance, mais là c'est pareil. Vous m'évitez les petits totos du docteur Dupont. Je vous demande de me donner le nom et ou référence commerciale du dispositif impliqué et le nom du fabricant ou de son fournisseur. Et puis il y a des informations complémentaires très utiles. Donc là encore, numéro de série, numéro de lot. Notamment là pour le lève-personne, ça sera plutôt le numéro de lot et dans la mesure du possible, sa date de mise en service et ses dates de maintenance, puisqu'on est sur des dispositifs médicaux qui ont une obligation de maintenance. Et là, ce n'est pas dans le cas, mais pour les dispositifs médicaux implantables, les DMI,
si possible, numéro de série, numéro de lot et date d'implantation et d'explantation. C'est pas pour vous embêter, je fais juste une petite aparté sur la DMI, sur les dates d'implantation et d'explantation. C'est important pour nous dans l'analyse, puisqu'on va prendre une prothèse de hanche qui va se casser à 6 mois de l'implantation. Ça va nous dire, oulala, il y a une défaillance du dispositif. Par contre, une prothèse de hanche qui va casser 20 ans de la date d'implantation initiale, on se dit, c'est l'usure normale, et du coup, ça nous oriente dans l'analyse du signalement. Et pareil, comme pour la réacto, un DM pouvant être un logiciel, dans ces cas-là, nous préciser le numéro de version de l'application. Ah, mais j'ai oublié de mettre... j'ai juste oublié une slide, mais c'est pas grave, je vais vous la faire de tête. Et donc, sur ce, pour les lève personnes, je voulais juste, comme vous voyez la très belle slide, vous orienter sur le site de la NSM où il y a un guide rappelant les bons usages sur les lève personnes et renvoyer sur le site de Calirel et de l'Omidit qui ont travaillé avant que je ne sois mise en place sur l'échelon régional de matériaux et réactovigilance sur des incidents étant survenus avec les lève personnes, et donc j'avais fait des beaux liens voilà, pour envoyer sur les sites. Comme vous pouvez voir, Sophie m'a eu. Donc j'actualiserai le diaporama pour que vous ayez les liens vers ces documents qui peuvent vous être utiles dans vos pratiques. Voilà. Merci. Et désolée pour les structures Omidit et Calirel d'avoir mangé la com sur vos outils. Merci, merci. Est-ce que nous avons des questions? Pour l'instant, elle s'en sort bien, Sophie, hein, si vous avez remarqué. Par rapport à l'économie circulaire, on a du matériel médical d'occasion qui arrive sur le marché. Est-ce qu'elle rentre dans les mêmes dispositifs que neuf, par exemple? Ah oui, tant qu'il a son marquage CE, effectivement... Pardon ? Ah oui, c'est le, oui, c'est le marquage CE. En fait, que vous l'obteniez neuf ou d'une occasion, il garde son marquage CE. Donc, en cas d'incident ou de risque d'incident avec le dispositif, la matériaux-vigilance reste de vigueur. Est-ce que nous avons une dernière question? Sophie est toujours en vie, mais Sophie prend de l'âge. Merci, Perrine, une fois de plus.